Fondée en 2012, donc ça fait 7 ans, cette association donc a évolué dans le temps, puisqu'au début fondée pour lutter contre l'abattage halal, bien entendu, ça m'a amené logiquement à m'interroger sur les racines du mal. Et donc, je me suis rendu compte que le halal n'était pas un détail du combat civilisationnel. D'ailleurs, vous avez vu que la Commission européenne a fait une chose polémique en disant qu'il fallait préserver le mode de vie européen. Donc, on est en plein dans le vif du sujet. C'est une déclaration intéressante et fondamentale. Donc on peut réduire le halal à la nourriture et à l'abattage des animaux. Le halal, c'est là, et ça je le répète, je fais des vidéos donc régulières sur la page Facebook qui marche du feu de Dieu, si j'ose dire. C'est la charia. Le halal, c'est la charia, c'est la loi islamique dans son intégralité. Elle est incompatible avec notre mode de vie. C'est l'Islamic way of life. C'est une expression que j'ai découvert récemment, qui doit être une des méthodes d'enfumage sémantiques qui sont à la mode, bien entendu, parce que c'est un terme qui permet d'édulcorer, évidemment, voilà. C'est un danger mortel. C'est défini dans un livre passionnant que j'ai lu récemment, qui s'appelle L'Islam mis à nu par les siens, aux éditions Riposte Laïque. Oui, passionnant, parce que justement, tous ces auteurs qui ont connu l'islam de l'intérieur disent que la racine du mal, c'est l'islam, sont les textes sacrés eux-mêmes, et que l'islam est un danger mortel pour l'humanité. J'ai l'intention de distiller des expressions qui sont dans ce livre, en citant les sources, bien entendu, pour titiller un petit peu la justice politiquement correcte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que malgré tout, il y en a assez du double discours, etc. Donc je vais à la racine du mal. La racine du mal, c'est l'islam. Et d'ailleurs, dans toutes mes vidéos, pour me couvrir, j'appelle donc les musulmans de France qui finalement ne sont pas comme ça, parce qu'en fait ils sont révulsés par les conséquences de leur doctrine, à se ressaisir et à faire évoluer leur religion. Donc je n'ai pas de haine contre les musulmans. Mon discours s'oriente vers le fait que le halal, donc la charia, c'est un marqueur de l'islamisation, puisqu'il progresse en fonction du nombre de ses adeptes, bien entendu. Plus il y a d'adeptes en France, plus le halal progresse. Et c'est aussi un vecteur de l'islamisation, parce que, comme tout dans la doctrine musulmane, tout est fait pour avoir un contrôle social extrêmement puissant des populations musulmanes. Le Coran, enfin tous les textes musulmans c'est une doctrine qui est suprémaciste, misogyne, esclavagiste, verset 110 de la sourate 3. Vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien, c'est-à-dire le halal, et vous interdisez le mal, c'est-à-dire le haram. Donc, si vous voulez, j'ai recentré mon discours véritablement sur ça, le halal étant un moyen simplement de faire prendre conscience de façon pratique, en le faisant toucher du doigt aux personnes, à partir des animaux, c'est-à-dire la souffrance animale, à partir des conséquences sanitaires, à partir évidemment de l'argent, parce que c'est un double effet qui se coule, donc il y a donc de l'argent, ça draine beaucoup d'argent. Alors, ceci étant dit, l'association, depuis le début, et je suis content qu'il y ait un avocat à côté de moi, parce que depuis le début, j'ai misé sur la justice. Alors on dit, la justice est pourrie, etc. Mais écoutez, donc, c'est un combat qui est long, qui est aride, et après avoir essuyé beaucoup d'échecs, toutes les actions, et si vous voulez, si on a le temps, je les détaillerai. Fait, on va détaillerai. Donc, je sens que l'étau se resserre autour de ça. Parce que l'État, les responsables sont capables d'enfreindre la plupart des lois et règlements pour favoriser l'implantation de l'islam. Alors, pour toutes sortes de raisons, lâcheté, complicité, etc. Bon, je passerai sur les raisons. Le résultat est là. Et donc, j'ai l'habitude de dire qu'on a vraiment l'impression que l'islam est en train de devenir la religion officielle de la République. J'ai un document qui émane de la préfecture des Bouches-du-Rhône, où avec le logo de la République, vous avez à gauche le logo du Conseil régional du culte musulman, et à droite le logo de l'islam. C'est la première fois que je vois un document officiel sur lequel il y a ce genre de choses. Et donc, l'idée m'est venue depuis le départ
d'attaquer justement l'État, la plupart du temps devant des tribunaux administratifs. Et alors ça a été très long. L'idée, c'était d'attaquer les autorisations, enfin les dérogations, puisque c'est l'abattage halal, c'est une dérogation émanant des préfectures pour les abattoirs. Et on avait même eu un document vidéo pour l'abattoir de Meaux, dans la viande, dans une émission d'Antenne 2 en 2013, parce que grâce à Marine Le Pen, on a soulevé quand même un lièvre. Hein. Et donc, on avait une vidéo où on voyait donc un éleveur qui voulait que ses bêtes soient abattues de façon normale, de façon normale, et oui. Et donc le réceptionniste à l'abattoir de Meaux disait, ben non, ici on abat tout halal, c'est-à-dire que la dérogation, à l'évidence, n'était pas respectée. Donc on a attaqué, on a perdu en première instance, parce qu'on demandait donc le registre l'inscription des abattages pour savoir si ces abattages étaient faits sur commande spécifique. On nous l'a refusé dans un premier temps, et puis dans tous les autres départements, ça a été la même chose. Soi-disant, c'était un document commercial non communicable, dans le cadre du secret des affaires. On est allé en appel. Donc, la première instance a demandé 3 ans. Après l'appel, 6 ans. Donc, 18 novembre 2018, premier succès devant la Cour administrative d'appel de Paris pour les abattoirs de Seine-et-Marne. C'est-à-dire que on a pu avoir la preuve que le registre des commandes était constitué de feuilles volantes manuscrites ou de mails, ou de copies de mails. C'est-à-dire, c'est absolument pas probant. Et donc, nous avons obtenu une condamnation, un dédommagement de 1 500 €, qui est pas grand-chose, mais quand même, ça fait quand même du bien, ça fait plaisir. Et donc, la préfecture de Seine-et-Marne a été mise en demeure, enfin, donc, de modifier son raisonnement. Et au bout de 2 mois, ils ont répondu que, de toute façon, pour eux, tout était OK. Donc, du coup, nous avons assigné, donc, non seulement la préfecture, mais aussi l'abattoir de Meaux, donc au pénal pour souffrance animale anormale, etc. Donc, puisqu'ils n'appliquent pas la dérogation. Ils le font pour tout. Donc, on en est là, c'est pendant. Donc, à partir de cette jurisprudence, nous avons étendu, donc, dans 23 départements, donc, en demandant les dérogations, c'est en cours, 23 départements, pour demander les dérogations. Sur ces 23 départements, ça fait plus de 2 mois qu'on leur a demandé, il n'y en a que 4 qui ont obtempéré. C'est pour vous dire ce que font ces gens-là. Donc on va faire appel, on va faire tout comme il faut. On a le temps, on lâchera rien, c'est la technique du pitbull. On lâchera rien. Donc, voilà, on va aller à la CADA, commission administrative d'accès aux documents administratifs. Commission d'accès aux documents administratifs. Voilà, pardon. Et donc, voilà, il faut pas lâcher, il faut suivre toute la filière. Alors, parallèlement, donc, parce que c'est une jurisprudence qui nous donne quand même cette possibilité. Parallèlement à ça, nous avons donc d'autres actions en cours. Par exemple, pour défendre Éric Dick, pour un documentaire que je vous, d'ailleurs, recommande d'acquérir parce qu'il en vit, donc vous pouvez le télécharger pour 7 € sur Vimeo, qui s'appelle « Et les cloches se sont tues », où il s'inspire du scénario du Camp des Singes de Jean Raspail. Donc, pour ces vidéos, il va à la Micaline, c'est une chaîne de restauration rapide, dans sa voiture, voilà. Et il se filme, il dit, regardez, ce sandwich est halal, il demande, et on lui dit, mais oui, ce sandwich est halal, etc. Il n'y a aucune marque. Et puis il dit, le halal permet de financer le terrorisme. La Micaline l'a attaqué. Il perd lourdement, en première instance, je le connaissais pas, donc il a pris un avocat commis d'office qui a fait que des conneries, pardonnez-moi. Du coup, on prend en charge parce que c'est vraiment un des thèmes de notre défense, bien entendu, à savoir que les circuits financiers du halal financent le terrorisme. Ça a été démontré aux États-Unis, ça a été démontré au Canada. Et en France, il y a exactement les mêmes organismes avec les sociétés de charité islamique qui permettent de blanchir l'argent du halal. Une sénatrice La République En Marche qui s'appelle Beriza Chiari, qui lors d'une émission sur CNews, et donc et pourtant de tradition et de culture musulmane, qui dit le halal
draine beaucoup d'argent qui n'est pas donc comment dirais-je suivi, dont on ne sait pas ce qu'il devient. Donc ça laisse possible toutes les magouilles. Alors donc on le défend. Alors là, il avait été lourdement condamné en appel. On a obtenu une très forte diminution de sa condamnation, mais moi je veux obtenir la relaxe. Et on est en cassation. Voilà, je veux obtenir la relaxe. Il y a aussi, donc, par exemple, on vient d'attaquer le Sivom de Mulhouse. Lequel Sivom de Mulhouse, et là on en arrive à l'Aïd qui vous tient à cœur, là on voit un cas qui est quand même assez extraordinaire. À savoir que le Sivom a distribué des tracts à la population musulmane en leur proposant, lorsqu'ils abattaient le mouton chez eux, ce qui est un délit, qui est condamné par la loi, de récupérer les déchets. Donc, complicité d'un délit, d'une part, et mise en danger de la vie d'autrui, puisque le Sivom n'est absolument pas qualifié pour récupérer des déchets d'abattoir avec les risques sanitaires que ça comporte. Il y a des organismes spéciaux pour les déchets des laboratoires, etc. Parce qu'il y a du sang, parce qu'il y a ça demande des traitements spécifiques. Donc, voyez un petit peu où on en est. Et de façon pas vraiment officielle, il y a eu un article, d'ailleurs, je me suis basé sur un article de Valeurs Actuelles qui était très documenté, et qui était incontournable, si vous voulez, parce que ça fait partie aussi des difficultés qu'on a d'avoir des bons renseignements fiables et qui nous permettent d'agir. Il y a aussi à La Réunion, donc là, carrément, l'Aïd el-Kébir, ils ont sacrifié une vache ou un bovin dans la mosquée. Donc sans que alors vous allez me dire, La Réunion c'est loin, etc. Mais là aussi, non-respect des procédures, c'est pas un abattoir agréé. Et alors, surtout, la grosse affaire sur laquelle je compte beaucoup, c'est une action devant le Conseil d'État qu'on a initiée cette année, donc avec un référé dans un premier temps et puis un débat au fond plus tard. On a perdu le référé, mais sur des arguties qui étaient vraiment ils n'ont pas contesté nos arguments au fond, parce que il se trouve que l'an dernier, la Cour de justice européenne, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, a rendu un arrêt qui est donc sur une question préjudicielle pour la Flandre. En Flandre, ils ont décidé que les abattoirs temporaires de l'Aïd étaient illégaux, enfin en tout cas ils les interdisaient, ils disaient que vous abattez dans les abattoirs en dur, les abattoirs pérennes. Et donc c'était applicable dans tout le territoire de l'Union européenne, immédiatement. Donc on s'est basé là-dessus. On a perdu, ça va être examiné au fond, et je m'attends pas à gagner, mais ça me permettra d'arriver devant la Cour de justice européenne, parce que j'ai l'intention de poursuivre devant la Cour de justice européenne, et là avec de bonnes chances de gagner, d'autant plus que j'ai quelques poissons pilotes à la Cour de justice européenne, et que il y a un bien moment où on a des magistrats qui sont obligés d'appliquer le droit. Donc voilà un petit peu. Vous voyez donc on a aussi donc une action. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc la secrétaire a été l'objet d'une perquisition, Dominique Domi, au petit matin. Donc pour dire que vous allez me dire que je suis procédurier, mais non, aucune action de justice contre moi. Et par contre, j'attaque tous azimuts. Alors, Domi, c'est un cas qui me tient à cœur parce que là aussi, c'est un déni de justice. Elle est l'objet donc d'une perquisition sur un motif totalement surréaliste de trafic d'armes parce qu'elle fait partie d'un club de tir. Elle a des armes, mais lors de la perquisition, ça les a pas intéressés. Ce qui les intéressait, c'était l'ordinateur. Et lors de la garde à vue, elle a été très longuement interrogée sur vigilance halal, l'activité de vigilance halal. Donc, ce qui me donne la possibilité de contre-attaquer. Elle est libérée. Quelque temps après, on lui rend ses armes, on lui rend son ordinateur. Mais surtout, si vous voulez, ce qui est grave et qui prouve que notre justice fonctionne de façon tout à fait surréaliste, c'est qu'elle a pratiquement, donc c'était le 9 novembre 2017, il va y avoir bientôt 2 ans, sans savoir si elle était mise en examen, et sans avoir de non-lieu. Donc elle était dans le flou complet. Impossible d'obtenir les documents de son audition, etc. Il a fallu faire des manœuvres, grâce à une amie avocate de Bayonne, puisque c'est à Bayonne que ça se situe, qui a réussi
à force de patience, ténacité là aussi, obtenir le procès-verbal de son audition. Et à partir de là, nous allons déposer donc un recours contre l'État pour donc perquisition abusive, etc., non-respect des droits du prévenu, etc., puisque elle était dans un no man's land juridique, hein, ni non-lieu, ni mise en examen. Comme ça, avec voilà. Alors, donc notre avocat Maître Yon, à qui je voudrais quand même rendre hommage, qui maintenant à force évidemment s'est bien pénétré de la problématique, et avec lequel donc on avance. Il vient d'être papa aujourd'hui, je crois. Il m'a envoyé son deuxième enfant, un petit garçon. Alors, l'action Suivez-le-Coq, c'est une idée géniale, hein, que nous avons eu un peu, qui consistait à dire, les bouchers, d'ailleurs, qui sont sujets, ou l'objet plus exactement, l'objet d'attaques absolument incroyables des véganes, les bouchers franchouillards sont pris en un double feu, des véganes d'un côté et des bouchers halal qui de l'autre côté, puisque eux sont tranquilles. Donc je leur ai on a essayé de regrouper des bouchers, il y en a 300 et quelques là, donc à l'heure actuelle, en leur disant intéressez-vous à la manière dont les animaux dont vous vendez la viande ont été abattus, communiquez auprès de vos clients. Placez-vous parce que c'est votre avenir, c'est votre intérêt. Alors, on a aussi beaucoup tablé sur la communication. Donc, notamment notre page Facebook, qui maintenant, grâce à des conseils éclairés, a dépassé les 15 000 j'aime, hein, ce qui permet d'alerter 15 000 personnes de façon gratuite, c'est-à-dire que ces personnes nous font remonter des informations, et nous leur faisons aussi descendre des choses. Donc voilà, ça crée quand même une force. Je me suis mis à faire des vidéos, notamment en live, qui ont beaucoup. Donc il faut qu'elles soient courtes. Je suis d'accord avec ce que Maître Janson a dit tout à l'heure. Une vidéo doit être courte. Donc je me suis mis, malgré mon âge avancé, à la communication moderne sur Twitter et YouTube aussi. Donc là, une chaîne YouTube. Et donc tout ça, c'est une action qui se développe grâce aussi à un réseau de donateurs, de bienfaiteurs, de membres bienfaiteurs de l'association, qui semble motivé pour m'aider, me donne finalement les moyens de toutes ces actions. Voilà, donc si vous voulez, mon intervention de cette année ne sera pas aussi technique que les autres fois concernant, si vous voulez, l'aspect sanitaire, hein, puisque c'est une régression sanitaire, effectivement. Le halal, c'est une méthode qui est sale, qui est dégueulasse, qui devrait pas avoir lieu, hein, puisque ça, on parle toujours du non-étourdissement, mais on ne parle jamais de la deuxième dérogation, qui est la suivante. Lors de la saignée, puisqu'il faut saigner un animal pour le faire mourir, pour pouvoir le consommer après, il faut qu'il soit bien vidé de son sang, la trachée et l'œsophage doivent être laissés intacts. Or, l'abattage halal, par définition, c'est un égorgement large qui coupe tout, la trachée, l'œsophage, et qui entraîne donc des souillures. Hein, et comme l'animal en plus est toujours vivant, si j'ose dire, ce débat au milieu de son sang, au milieu de ses régurgitations, au milieu de son urine, il a déféqué sous la trouille, etc. Et on le traîne là-dedans pour le sortir du piège dans lequel, voilà. Donc quand vous voyez le tableau d'un abattage halal, c'est inadmissible. Mais encore une fois, ce n'est qu'une des facettes du halal. Le halal, c'est l'Islamic Way of Life, qui s'occupe de la vie du musulman, de sa naissance jusqu'à sa mort, y compris pour des choses comme la manière de déféquer ou la manière d'uriner. Hein. Donc, quand on se plonge dans les préoccupations du musulman à cause de la charia et du halal, on est absolument stupéfait. Et donc, j'ai l'habitude de dire à nos amis musulmans, libérez-vous de ce carcan de la charia. C'est la charia le problème. L'islam, s'il n'y avait pas la charia, il n'y aurait aucun problème pour vivre ensemble avec l'islam. Mais c'est la charia. Voilà ce que j'ai l'habitude de dire. Donc, libérez-vous de la charia, chers amis musulmans, et tout le reste vous sera donné par surcroît.